Alors, chers tous, bonsoir. Alors, je suis heureux de retrouver les membres du Cercle Montesquieu et les invités du cabinet Racine en ces premiers jours de printemps, afin de traiter d'un sujet d'actualité juridique d'importance. Je tiens à remercier chaleureusement le cabinet Racine, ses associés et ses collaborateurs pour leur mobilisation et leur accueil. Les deux intervenants principaux ce soir sont deux avocats associés du cabinet Racine, à savoir Antoine Hontebéry, professeur agrégé des facultés de droit et avocat associé au cabinet Racine, et Emmanuel Laverrière, avocat associé au cabinet Racine en charge de la practice restructuring. Ils sont experts dans le domaine du droit des sûretés et de sa mise en œuvre dans le cadre des difficultés des entreprises. Alors, le thème de ce soir est la réforme du droit des sûretés, entrant en vigueur au 1er janvier de cette année, examinée sous le prisme d'une autre réforme d'importance, qui est celle du droit des entreprises en difficulté, qui est intervenue quasiment concomitamment. Le propos sera centré sur les sûretés réelles mobilières, gages, nantissement et sûreté propriété. J'ai une pensée particulière ce soir pour le regretté professeur Pierre Croc, avec qui la commission Finances et Bourse du Cercle Montesquieu avait organisé une conférence sur la précédente réforme des sûretés et le financement d'actifs. Tempus fugit, presque 15 ans après, voici les évolutions qui marquent le droit des sûretés. Et je cède la parole à Antoine Hontebéry. Merci beaucoup. Merci au Cercle Montesquieu d'avoir pris l'initiative de cet événement et de nous avoir invités à y participer. Et puis je profite, puisque vous avez évoqué la mémoire du très regretté professeur Pierre Croc, pour dire tout l'honneur que j'ai à intervenir dans son sillage, tant je conserve de lui et de ses écrits un souvenir tout à fait indélébile. Alors, nous allons vous parler, mon associé Emmanuel Laverrière et moi-même, du droit, de la réforme du droit des sûretés et de la réforme du droit des procédures collectives, qui sont intervenues par deux ordonnances datées du même jour, du 15 septembre 2021. Et pour ma part, je vais traiter du volet sûreté et Emmanuel Laverrière prendra le relais en abordant le volet procédure collective. En ce qui concerne le volet sûreté, faute de temps, il ne me sera pas possible évidemment d'aborder l'ensemble de la réforme et comme cela vous a été indiqué à l'instant par François Marchal, mon intervention se concentrera sur les sûretés réelles mobilières et plus précisément sur le droit commun du gage d'une part, le nantissement d'autre part, et puis enfin ces fameuses en ce sens qu'elles viennent de connaître une promotion assez extraordinaire, les fameuses sûretés propriétés mobilières. Et compte tenu du temps qui nous est imparti, eh bien, je me concentrerai sur ce volet et plus précisément sur les points les plus saillants de ce volet. Alors avant cela, quelques mots, quelques propos introductifs sur la réforme, mais encore une fois dans son volet sûreté réelle mobilière. Cette réforme ne modifie pas seulement, ça et là, le droit des sûretés réelles mobilières, elle porte avant tout la marque d'une véritable lame de fond qui a emporté sur son passage un nombre très important de règles particulières pour laisser place au droit commun, c'est-à-dire en l'occurrence au Code civil. De là, la disparition d'un certain nombre de règles particulières, de règles spéciales, de sûreté spéciale, pourrait-on dire. Disparition, par exemple, du varan hôtelier, du varan pétrolier, du nantissement de l'outillage et du matériel, disparition du célébrissime gage des stocks qui a défrayé la chronique il y a quelques années, et puis disparition encore et peut-être surtout du gage commercial, mais je reviendrai plus spécifiquement sur ce point.
Disparition, pourquoi? Eh bien, essentiellement parce que la diversité et la dispersion de ces règles particulières étaient considérées comme nuisibles à la lisibilité et par conséquent à l'attractivité du droit français. Disparition dont il résulte que toutes ces sûretés, ces anciennes sûretés spéciales, s'il est permis de les appeler ainsi, sont désormais gouvernées par le Code civil, par ce que l'on pourrait appeler le droit commun des sûretés. Il y a eu une poussée civiliste dont certains, et dont je fais partie, ne pourront que se réjouir, bien évidemment. Mais enfin, cette poussée ne s'est pas opérée aveuglément, comme s'il s'agissait de faire table rase de toute l'expérience passée et de faire rayonner le Code civil à tout prix. Le réformateur a su tenir compte justement de l'expérience passée et des raisons qui avaient justifié l'édiction au fil des temps, au fil des décennies et surtout au fil de l'avancée de la modernité, a su tenir compte des raisons qui ont justifié l'édiction de ces règles particulières, qui ne sont pas venues pour rien, mais pour des raisons essentiellement d'ailleurs pratiques et dont il fallait nécessairement tenir compte, même encore aujourd'hui en 2021. Et c'est la raison pour laquelle certaines de ces règles spéciales, de ces règles particulières, ont été non pas purement et simplement mises au rebut, mais implantées dans le Code civil, parfois avec une certaine adaptation. C'est très vrai pour le cautionnement, enfin en tout cas c'est vrai pour le cautionnement et c'est aussi vrai pour les sûretés réelles mobilières, on aura l'occasion de le constater. Donc, cette poussée civiliste ne s'accompagne pas d'un appauvrissement, bien au contraire. Et par ailleurs, elle s'accompagne, ou plutôt elle permet, une centralisation du droit des sûretés et donc une meilleure lisibilité du droit des sûretés, ce qui est évidemment une excellente chose. Cette réforme, avant tout, finalement, favorise l'accessibilité, la lisibilité et l'attrait que le droit des sûretés français doit exercer. Alors, au-delà de ces mouvements tectoniques, la réforme s'articule, on peut voir les choses ainsi en tout cas, autour de quatre grands axes. Quatre grands axes. Premièrement, elle renforce la protection des garants pour autrui. Je ne sais pas pourquoi le slide ne passe pas. Elle renforce la protection des garants pour autrui et des garants pour autrui personnels, c'est-à-dire les cautions, mais également des garants réels pour autrui, c'est-à-dire de ce que l'on appelle les sûretés réelles pour autrui, ceux qui consentent des sûretés réelles en garantie de la dette d'autrui font eux aussi l'objet d'une protection particulière du fait des modifications qui ont été apportées par cette ordonnance de 2021. Je n'en parlerai pas dans le volet qui m'est attribué, et c'est Emmanuel Laverrière qui vous entretiendra de ce point, sachant qu'il a pas mal d'incidences en droit des procédures collectives, donc c'est très bien comme cela. Deuxième axe, et comme pour faire bonne mesure, la réforme de 2021 renforce également la sécurité que le créancier tire de sa sûreté en accroissant certaines de ses prérogatives. Et puis troisièmement, mais le point est lié finalement au deuxième, et même d'ailleurs à la poussée du droit commun que j'ai précédemment évoqué, la réforme de 2021 fait monter en puissance les sûretés fondées sur la propriété et plus précisément les sûretés réelles mobilières fondées sur la propriété et plus précisément encore les sûretés réelles mobilières fondées sur la propriété transmise à titre de garantie. On connaît très classiquement la propriété retenue à titre de garantie, c'est la réserve de propriété, mais il y a par ailleurs, et c'est plutôt et même complètement une nouveauté par rapport à la, je dirais, à la tradition française, il y a la transmission de propriété à titre de garantie, le fait de transmettre un droit de propriété en garantie de l'exécution d'une obligation. Eh bien, cette technique-là, qui a le vent en poupe pour des raisons dont on se doute, c'est-à-dire que cette propriété confère une position d'exclusivité au créancier qui le met en position
de bien résister à la procédure collective du débiteur, eh bien, ce mouvement-là se poursuit avec la réforme de 2021 à travers la création ou en tout cas la consécration, disons cela pour l'instant, de deux nouvelles, enfin la consécration de deux propriétés sûreté mobilière au sein du Code civil. Nous allons y revenir. Et puis, quatrième point, quatrième axe, la réforme s'efforce de lever quelques zones d'ombre qui affectaient telle ou telle sûreté, et elle consacre un certain nombre de solutions jurisprudentielles qui deviennent donc, encore une fois, plus accessibles, mais aussi, c'est en quelque sorte le prix à payer, mais aussi plus figées, moins sujettes à évolution. Alors, on va avoir l'occasion de constater ces quatre grands axes, chemin faisant, en abordant donc, comme je vous l'ai annoncé, trois volets ou trois sous-volets pour ce qui concerne mon volet droit des sûretés, c'est-à-dire le droit commun du gage premièrement, le nantissement deuxièmement, et puis troisièmement, les sûretés propriétés. Alors d'abord, le droit commun du gage. Un bref rappel sur la notion de gage. Le gage, il est défini par l'article 2333 du Code civil, qui ne date pas d'ailleurs de la réforme de 2021, et au terme duquel le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporel, présent ou futur, et j'insiste sur le corporel parce que c'est là ce qui distingue le gage du nantissement, que nous allons voir dans un deuxième temps. Le nantissement, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il porte sur un bien incorporel, et sauf qu'il y a en ce domaine, nous le verrons, encore pas mal de droits spéciaux. Alors, pour ce qui est du gage, je l'ai dit, grande progression du droit commun, et par conséquent, centralisation de l'essentiel du droit du gage au sein du Code civil. Et en particulier, ce rayonnement du droit commun s'est accompagné, ou plutôt s'est fait au prix de la suppression du gage commercial. Alors le gage commercial, c'était une sûreté réelle mobilière, un gage conforme à la définition de l'article 2333 du Code civil, mais qui avait pour particularité d'être consenti en garantie d'une dette commerciale. À chaque fois que le gage était consenti en garantie d'une dette commerciale, eh bien, il s'agissait d'un gage commercial. Autant vous dire que l'hypothèse était évidemment extrêmement fréquente. Eh bien, cette hypothèse relevait d'un régime juridique particulier fixé par le Code de commerce, les articles L521.1 et suivants, régime particulier dont il résultait notamment que le gage pouvait être consenti sans avoir à recourir à un écrit. C'est un point qui a été controversé. Aujourd'hui, il est acquis que le gage civil, le gage régi par le Code civil suppose un écrit à peine de nullité, à titre de validité, donc à peine de nullité. Un gage verbal n'est pas valable. Eh bien, en matière commerciale, un gage verbal pouvait être valable. La Cour de cassation avait décidé, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir le cas échéant, que, compte tenu des dispositions particulières du Code de commerce, l'exigence d'écrit à peine de nullité posée par le Code civil était sans application dans le gage commercial, autant dire que le gage commercial était dispensé d'écrit, ce qui rendait finalement pas mal de services sur le plan pratique, enfin en tout cas ce qui avait une assez forte incidence sur le plan pratique, d'abord pour des raisons évidentes, dispense d'écrit, et puis ensuite parce que cet écrit doit répondre à certaines conditions particulières, et en particulier, pardon de la répétition, mais à un principe dit de spécialité qui impose de bien délimiter l'objet gagé, la créance garantie. Et du fait de cette dispense d'écrit, eh bien, le gage commercial était un peu, ça aurait mérité d'être davantage confirmé, mais un peu affranchi de ce fameux principe de spécialité, et pouvait être la matrice de type de sûreté que connaissent les droits anglo-saxons, les sûretés flottantes au périmètre très général, et que le principe de spécialité en droit civil interdit a priori, et qui pouvait au contraire peut-être s'épanouir sur le terrain du gage commercial à la faveur de cette dispense d'écrit. Bref, tout cela c'est du passé, puisque même si la question a été discutée, finalement le réformateur a d'abord supprimé le gage commercial et ensuite a exclu
de dispenser, de reprendre la dispense d'écrit. C'est une option qui a été envisagée à une époque, mais qui n'a finalement pas été retenue. Et ce qui vient qu'aujourd'hui, eh bien, le gage commercial, au même titre que tous les autres gages, répond à l'exigence d'écrit et notamment à ce fameux principe de spécialité qui impose une délimitation particulière de l'objet gagé ou des objets gagés et puis des créances garanties. Par ailleurs, au-delà de tout cela, cette poussée du droit commun s'accompagne de la création d'un registre unique des sûretés mobilières qui entrera en vigueur en janvier 2023. Jusqu'à présent, il existait un registre des gages sans dépossession, destiné à la publicité des gages dans lesquels le constituant reste en possession de la chose, par opposition aux gages avec dépossession, où le constituant remet la chose entre les mains du créancier ou entre les mains d'un tiers. Donc il y avait, et il y a encore d'ailleurs pour l'instant, un registre des gages sans dépossession, et demain il y aura un registre au périmètre beaucoup plus large, dont la création a d'ailleurs été d'ores et déjà engagée, puisqu'un décret est sorti à ce sujet, mais enfin, encore une fois, ce nouveau registre ne verra le jour qu'en 2023. Autre point, s'agissant du droit commun du gage, et là, il ne s'agit plus vraiment, plus directement de la progression du droit commun, mais d'innovations un peu plus ponctuelles, mais de portée quand même assez significative. D'abord, la possibilité, qui avait été un peu controversée par le passé, de consentir un gage sur un immeuble par destination. Immeuble par destination, c'est un meuble qui est affecté à un immeuble et qui, en raison de cette affectation, prend une nature immobilière. De meuble, il devient immeuble, mais un immeuble pas comme les autres, c'est un immeuble par destination. Alors, il y a l'exemple des statuettes, mais aussi celui des panneaux photovoltaïques, celui encore des équipements destinés à des éoliennes, etc. La question était un peu délicate de savoir si l'on pouvait consentir sur ces immeubles par destination un gage. Aujourd'hui, la réponse est affirmative. Elle est donnée par l'article 2334, qui renvoie par ailleurs à un article 2419 pour régler les conflits qui peuvent survenir entre le titulaire du gage et celui qui a une hypothèque sur l'immeuble en question. Autre précision assez importante et qui fait un peu, en tout cas en pur droit, un peu reculer la protection du vendeur sous réserve de propriété. Cette précision concerne la nullité du gage sur la chose d'autrui. Très schématiquement, avant la réforme de 2006, je dis bien de 2006, la question, dès avant cette réforme, la question s'est posée de savoir si un gage consenti sur la chose d'autrui était ou non valable. Voilà un commerçant qui achète des marchandises sous réserve de propriété et qui n'en deviendra donc propriétaire que une fois qu'il aura payé l'intégralité du prix. Et puis avant d'avoir payé l'intégralité de ce prix, il consent sur ces marchandises un gage. Et donc, il consent un gage, ce que l'on appelle un gage à non domino, parce qu'il n'est pas encore propriétaire des marchandises. Et supposons, ce qui peut évidemment arriver, que ce commerçant ne paye pas finalement son propre vendeur, eh bien, on se retrouve face à un conflit qui va opposer le vendeur bénéficiaire de la réserve de propriété, qui est resté propriétaire des marchandises, au créancier gagiste qui a acquis un gage sur les marchandises, gage à non domino, mais enfin, gage quand même. Bon. Qui l'emporte dans ce conflit? La Cour de cassation a dit c'est le gagiste à deux conditions. C'est le gagiste donc contre le droit de propriété du vendeur, ce qui est quand même pas rien. À deux conditions. La première, c'est que le gagiste doit être de bonne foi. Il doit avoir cru légitimement, de bonne foi, cru au droit de propriété du constituant. Il doit avoir ignoré la réserve de propriété, ça va de soi. Et d'autre part, il doit avoir été mis en possession des marchandises. C'est une solution fondée sur l'article 2276, ancien article 2279 du Code civil, en fait de meuble, possession vos titres. Donc voilà, gage à non domino, c'est le gagiste qui l'emporte à deux conditions, s'il est de bonne foi et s'il a été mis en possession. Là-dessus intervient la réforme de 2006, et je dis bien encore une fois 2006, qui dans un article 2335 précise que le gage de la chose d'autrui est nul.
Certains disent, plutôt, en tout cas se posent la question de savoir si ce nouvel article 235 ne va pas remettre en cause la jurisprudence que je viens d'évoquer et permettre aux véritables propriétaires de demander la nullité du gage. Le véritable propriétaire pourrait dire, écoutez, très bien, le gagiste a été mis, est de bonne foi, il a été mis en possession, mais moi je demande la nullité du gage, donc il n'y a plus de gage et je récupère mes marchandises. Alors, face à cette position éventuelle, certains ont fait valoir que la nullité posée par l'article 2335 du Code civil, issu de la réforme de 2006, était en réalité une nullité relative que seul le créancier gagiste pouvait invoquer. Le vendeur, réservataire, et plus largement d'ailleurs le verus dominus, le véritable propriétaire du bien gagé, lui, ne pouvait pas invoquer cette nullité. C'est du moins ce que certains ont fait valoir. Et c'est la solution qu'a retenue au moins une cour d'appel. La Cour de cassation, quant à elle, ne s'est pas prononcée. Quoi qu'il en soit, la réforme de 2021 met un terme à cette difficulté puisqu'elle précise dans l'article 2335 que la nullité est à la disposition du créancier gagiste et on doit comprendre, même si le texte n'est pas dépourvu de toute ambiguïté, on pourra y revenir le cas échéant, on doit comprendre que le véritable propriétaire, et en particulier le vendeur sous réserve de propriété, ne peut pas demander la nullité et donc il est acquis aujourd'hui que dans ce conflit qu'il oppose, lui réservataire, à un créancier gagiste de bonne foi et mise en possession, eh bien c'est le gagiste qui l'emporte au détriment de la propriété. Autre point, on observe dans la réforme une assez nette promotion de ce que l'on appelle le gage tournant. Alors le gage tournant, pour présenter les choses simplement, c'est un gage qui a pour particularité de porter, d'avoir pour assiette, de porter sur des choses fongibles, c'est-à-dire des choses interchangeables, des choses de genre telles que des matières premières ou des boulons, des comprimés de paracétamol de même marque et de même dosage, de l'eau minérale de même marque, etc. Bref, des biens fongibles. Et disons, pour faire simple, parce que c'en est l'exemple le plus emblématique, un gage qui a pour particularité de porter sur des stocks de choses fongibles et qui est dit tournant parce que le constituant, qui est souvent le débiteur, pas nécessairement mais souvent, le constituant a la possibilité de piocher pour faire fonctionner son entreprise, ce que chacun comprend. Le stock est voué à la rotation, d'où l'expression de tournant. Et donc, c'est le caractère tournant du gage est destiné à permettre au constituant de pouvoir continuer à piocher dans son stock, soit de matières premières, soit de produits finis, pour utiliser ces matières premières ou ces produits finis dans le cadre de son activité, pour fabriquer des choses ou pour vendre les produits finis. C'est ça le gage tournant. Et ce gage tournant, pratiqué depuis assez longtemps, a fait son entrée dans le Code civil avec la réforme de 2006, mais dans sa version sans dépossession, c'est-à-dire la version dans laquelle le constituant reste en possession de la chose et en l'occurrence du stock. C'était l'article, et c'est toujours l'article d'ailleurs, 2342 du Code civil, qui a donc consacré cette figure-là, très usitée déjà dans la pratique. Et la réforme de 2021 intervient en ce domaine en ce que jusqu'à présent, le caractère tournant du gage, donc la possibilité pour le constituant de piocher à charge pour lui de reconstituer, bien sûr, cette possibilité-là, jusqu'à présent, supposait une clause du gage. Donc le gage était non tournant, sauf clause contraire. Eh bien, les choses se sont renversées avec la réforme de 2021. Le gage est tournant par principe, sauf clause contraire, sauf convention contraire. Donc à partir du moment où nous sommes en présence d'un gage sans dépossession, eh bien, ce gage est tournant par principe, sauf convention contraire. Ça, c'est la première chose, la première évolution. Et la deuxième évolution, c'est que la réforme de 2021 a implanté, a consacré au sein du Code civil une figure qui était déjà très largement pratiquée, figure du gage tournant, non plus sans dépossession, mais avec dépossession, c'est-à-dire un gage portant, disons, sur des stocks, mais des stocks dont le constituant se dépossède entre les mains soit du créancier, soit d'une entreprise dont c'est le métier et qu'on appelle, c'est l'opération qu'on appelle l'entiercement. Les marchandises sont remises, le stock est remis entre les mains d'un tiers par la voie d'un entiercement. C'est une figure qui présente un intérêt assez grand,
en ce qu'elle confère aux créanciers gagistes non pas seulement les prérogatives ordinaires, je dirais, d'un créancier gagiste, mais également un droit de rétention et un vrai droit de rétention, contrairement aux gages sans dépossession qui ne confèrent de droit de rétention que fictif, et un droit de rétention fictif qui est beaucoup moins efficace que le vrai droit de rétention. D'où le succès du gage tournant avec dépossession et d'où sa consécration au sein de l'article 2342 du Code civil, issu de la réforme de 2021. Le gage tournant avec dépossession, déjà largement pratiqué et validé en jurisprudence, eh bien, se trouve désormais consacré par la loi elle-même. Dernière évolution à signaler s'agissant du droit commun du gage et qui renvoie à, comment dirais-je, à l'enrichissement tiré de l'expérience que j'évoquais dans les propos introductifs. Et je veux parler ici du gage commercial. Le gage commercial prévoyait un mode de réalisation simplifié par rapport au gage disons, au gage code civil. Jusqu'en 2021, le gage code civil, pour être réalisé, pour que le créancier puisse réaliser sa sûreté, il fallait, du moins s'il voulait obtenir la vente de la chose gagée, après il y a d'autres voies qui sont celles de l'attribution judiciaire ou conventionnelle, mais enfin, la réalisation par vente de la chose gagée afin que le créancier se paye sur le prix, bien supposait, et suppose d'ailleurs encore, en principe, le respect, d'abord une autorisation, une décision de justice, sauf si le créancier a déjà un titre exécutoire, et puis ensuite l'organisation d'une vente aux enchères publiques selon les modalités du Code de procédure civile d'exécution, donc tout cela entraînant une certaine lourdeur, du temps, des coûts, etc. Eh bien, le gage commercial se singularisait également, pas seulement par la dispense d'écrit, mais également sur le plan de la réalisation, en ce que le Code de commerce prévoyait un mode de réalisation simplifié. Alors, très schématiquement, il fallait signifier, envoyer une signification, une sorte de mise en demeure au débiteur, et si cette mise en demeure n'était pas suivie des faits, on n'avait pas besoin de l'autorisation du juge, et on pouvait faire procéder à la vente publique des biens par l'intermédiaire d'un courtier en marchandises assermenté, ou éventuellement un notaire ou un huissier de justice notamment. Donc un mode de réalisation très simplifié, beaucoup plus rapide, moins coûteux, mise en demeure, signification, délai de 8 jours, et puis si la mise en demeure reste vaine, vente simplifiée. Le gage commercial, une fois encore, a été supprimé, et néanmoins, le législateur, le réformateur, a exporté ce mode de réalisation simplifié pour l'implanter jusque dans le Code civil. Et plus précisément, c'est l'article 2346 qui a accueilli ce mode de réalisation simplifié, 2346 alinéa 2. L'alinéa 1 renvoie à la procédure de base, si je puis dire, la procédure ordinaire assez lourde du Code des procédures civiles d'exécution, et l'article 2346 alinéa 2 met en place un mode de réalisation simplifié, un mode de vente simplifié, qui est applicable d'ailleurs, qui a un champ d'application extrêmement vaste, puisqu'il concerne non pas seulement les gages consentis en garantie d'une dette commerciale, mais les gages consentis en garantie d'une dette professionnelle. Ça signifie que dès lors et dès lors seulement que le gage est consenti en garantie d'une dette d'un professionnel, serait-ce un non-commerçant, par exemple un médecin, un expert comptable, un avocat, un architecte, eh bien cette procédure de réalisation simplifiée trouve à s'appliquer. Et ce qu'il faut bien comprendre encore, c'est que elle trouve à s'appliquer quand bien même le constituant lui-même ne serait pas professionnel. Et je pense ici à l'hypothèse de la sûreté réelle pour autrui. Imaginez quelqu'un qui ne soit ni commerçant ni professionnel et qui consente une sûreté réelle en garantie de la dette d'autrui, un ami, un parent, etc. Eh bien, dès lors et dès lors seulement que ce gage est consenti en garantie d'une dette professionnelle, le constituant, bien que non commerçant, bien que non professionnel, relèvera de cette procédure de réalisation simplifiée prévue par l'article 2346 alinéa 2, ce qui me paraît un peu hardi, mais enfin, c'est ainsi. Alors, on peut peut-être, c'est ce dont nous étions convenus, faire une petite pause pour voir s'il y a des questions avant d'enchaîner sur le deuxième volet. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous nous entendez? J'espère qu'ils nous entendent. Oui, nous vous entendons.
Oui. Pas de questions apparemment. Alors on peut en venir au nantissement. Le nantissement, ou plus exactement les nantissements, parce qu'il existe ici beaucoup de droits spéciaux, enfin il reste encore, il subsiste encore pas mal de règles particulières. Alors, rappel sur la notion de nantissement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme le gage, sauf que l'assiette n'est pas un bien corporel, mais un bien incorporel. Alors ici, la réforme de 2021 apporte pas mal d'innovations, un certain nombre d'évolutions tout à fait substantielles. Il y a, par exemple, mais ça reste, ça n'est pas le plus substantiel, la soumission désormais des parts sociales, du nantissement de parts sociales de société civile au droit commun du nantissement, c'est-à-dire indirectement au régime du gage sans dépossession que j'évoquais tout à l'heure. Jusqu'à présent, c'était une loi de 1978 qui organisait ce nantissement de parts de société civile. Aujourd'hui, c'est le droit commun du gage. Bien. Par ailleurs, une controverse s'était élevée sur la question de l'attribution aux créanciers nantis de ce fameux droit de rétention fictif que j'évoquais tout à l'heure. Alors, je m'explique un peu plus posément. Nous sommes en présence d'un nantissement et le régime du nantissement, en tout cas de droit commun, l'article 2355 le fixe en renvoyant au droit commun du gage. Or, le droit commun du gage dit que le gagiste avec des possessions a un droit de rétention ordinaire et dit par ailleurs, depuis la loi de 2008, ce qui est assez singulier, depuis la loi de modernisation de l'économie de 2008, dit que le gagiste sans dépossession, jaloux semble-t-il qu'il était, dispose également d'un droit de rétention, bien qu'il ne possède pas la chose, il a un droit de rétention, mais un faux droit de rétention, en tout cas un droit de rétention fictif, d'où l'appellation en question. Alors la question s'est posée de savoir si le créancier nanti, qui n'a pas la chose entre ses mains et qui donc, a priori, réserve le fait de quelques discussions, ne peut pas revendiquer un droit de rétention ordinaire, mais si ce créancier nanti ne pouvait pas néanmoins revendiquer ce fameux droit de rétention fictif accordé aux gagistes sans dépossession par la loi de 2008. Et alors on pouvait conclure à l'affirmative par l'intermédiaire de ce raisonnement, enfin de ce renvoi fait par l'article 2355 au droit du gage, puisque le nantissement répond au droit du gage et que le droit du gage donne aux gagistes sans dépossession un droit de rétention fictif, eh bien, il faut en donner un également aux créanciers nantis. La question s'est posée à propos d'un nantissement sur fonds de commerce, dans une affaire où le créancier nanti, sur fonds de commerce, bien incorporel, le créancier nanti sur fonds de commerce prétendait avoir ce droit de rétention fictif et la Cour de cassation, dans un arrêt qui était peut-être un peu sujet à interprétation, avait répondu non. Il n'y a pas de droit de rétention fictif pour le créancier nanti. En d'autres termes, le droit de rétention, qu'il soit fictif ou réel, ne concerne que le gage, c'est-à-dire la sûreté réelle mobilière conventionnelle qui porte sur un meuble corporel. Bon, eh bien, c'est cette solution que la réforme de 2021 consacre. Au sein de l'article 2355, il est précisé que le nantissement ne donne pas ce fameux droit de rétention fictif au créancier nanti. Et il en résulte que le créancier nanti, en tout cas sur le terrain du droit commun, on va y venir, le créancier nanti, par exemple sur fonds de commerce, ce qui n'est d'ailleurs pas le droit commun, pardon, mais enfin en tout cas ce sera vrai pour lui aussi, eh bien, ne dispose pas de ce droit de rétention fictif. Alors, c'est une perte assez importante pour lui, une prérogative qui s'éloigne à regret pour lui, on le comprend, parce que c'est un droit de rétention certes fictif, mais qui a quand même quelques avantages, notamment en cas de liquidation judiciaire, à la faveur des textes que vous avez sous les yeux dans la dernière bullet point. Un droit de rétention qui est fictif, qui est neutralisé, pour faire simple, dans la période d'observation en cas de procédure collective, dans la période d'observation, en cas de plan de redressement, mais pas en cas de liquidation. Donc un droit de rétention qui aurait pu avoir un intérêt à chaque fois qu'il y avait liquidation. Eh bien, de ce droit de rétention, le créancier nanti est finalement privé. Alors ensuite, toujours sur le terrain du nantissement, il faut évoquer, mais très brièvement, le nantissement de compte-titres, le nantissement qui porte sur un compte contenant des actions notamment. Et peut-être faut-il couper vos micros, pardon.
Ce nantissement de compte-titres est lui aussi retouché par la réforme de 2021. Alors, très brièvement, il est précisé dans le Code monétaire et financier que l'ouverture du compte fruits et produits sur lequel vont être versés notamment les dividendes des actions figurant sur le compte nanti, enfin des titres figurant sur le compte nanti, ce compte fruits et produits n'est pas une nécessité. Sa présence ne conditionne pas la validité du nantissement. Par ailleurs, est consacrée la possibilité de constituer des nantissements successifs. C'était une possibilité qui était un peu discutée, d'ailleurs, comme l'était la solution précédente. Hein. On est plutôt ici dans une consécration d'opinion assez largement admise. Et puis enfin, la réalisation du nantissement de compte-titres est un peu retouchée aussi parce que jusqu'à présent, elle s'opérait par renvoi au mode de réalisation simplifié du gage commercial. Comme on a supprimé le gage commercial, il fallait bien que, la nature ayant horreur du vide, il fallait bien qu'on rétablisse ce mode de réalisation simplifié, mais à l'intérieur du Code monétaire et financier. C'est ce qui a été fait avec cette précision que, alors qu'hier, hier, je veux dire avant la réforme de 2021, il fallait une signification, aujourd'hui, une simple mise en demeure suffit sur le nantissement de compte-titres. Alors, plus substantielles sont les innovations, les évolutions apportées en matière de nantissement de créances. Je rappelle en quelques mots en quoi consiste le nantissement de créances. Eh bien, c'est un nantissement qui, comme son nom l'indique, porte sur une créance. Et pour dire les choses peut-être de façon un peu plus imagée, de même que je peux remettre en gage un lingot d'or, un tableau de maître, une montre, un vélo, etc. De même, je peux remettre en gage, c'est-à-dire en nantissement, une créance que j'ai contre un tiers. A une créance contre B, une créance de 1000, eh bien, il peut utiliser cette créance à des fins de sûreté. Il peut consentir sur cette créance une sûreté réelle qu'on appelle le nantissement de créance. Donc, si A besoin de crédit, il s'adresse à une banque C. Il peut offrir à cette banque C un certain nombre de sûretés réelles et notamment un nantissement sur la créance qu'il détient contre B. Bon. Alors ça n'est pas du tout une nouveauté. Le droit antérieur à la réforme de 2006 le prévoyait déjà et simplement le régime de ce nantissement était un peu vieillot et la réforme de 2006 a considérablement rénové cette sûreté pour en faire une sûreté très, très, très opérationnelle, très simple à utiliser et d'ailleurs extrêmement efficace puisque il y a quelques mois, enfin en 2020, mais la question se posait avant, bon, au lendemain de la réforme de 2006, on s'est demandé si finalement ce nantissement de créances ne donnait pas, bien plus qu'un droit de préférence au créancier, un droit exclusif sur la créance nantie, c'est-à-dire un droit lui permettant de se faire payer par le débiteur de la créance nantie, c'est B dans mon exemple, et de se faire payer quand bien même celui qui lui a consenti le nantissement, A dans mon exemple, aurait d'autres créanciers titulaires d'un rang supérieur. Exemple, notre créancier nanti, C dans mon exemple, n'est pas payé de sa créance garantie, il veut réaliser le nantissement de créance et face à lui, il a un créancier d'un rang supérieur, par exemple l'administration fiscale, qui lui dit votre droit de préférence en tant que créancier nanti est inférieur au mien, mon droit de préférence est supérieur au vôtre, donc c'est moi qui vais être payé par le débiteur de la créance nanti, par B dans mon exemple. Certains disaient oui, effectivement, c'est comme ça que les choses doivent se résoudre, pardon, et d'autres disaient pas du tout. Une partie très importante de la doctrine disait pas du tout. Il y a un droit exclusif qui permet aux créanciers nantis, eh bien, comme son nom l'indique, d'exclure les autres créanciers seraient-ils titulaires de droits de préférence supérieurs, ce qui conférait, enfin position qui était de nature à conférer aux créanciers nantis, évidemment, une situation extrêmement confortable et on pouvait dire, pour faire écho à un article de Laurent Henès, qu'on était quasiment dans une sûreté propriété. Bien. Alors, la Cour de cassation, en 2020, a jugé, la deuxième chambre civile en 2020, a rejoint la thèse du droit exclusif et il semblerait que le réformateur de 2021 ait entendu
eh bien, consacrer cette jurisprudence à travers un article, l'article 2363, qui précise que une fois le nantissement notifié, eh bien, le créancier, une fois le nantissement notifié au débiteur de la créance nantie, le créancier nanti, c'est, dans mon exemple, bénéficie d'un droit de rétention sur la créance donnée en nantissement, droit de rétention sur lequel on reviendra peut-être dans le cadre de la discussion, et a seul le droit à son paiement, tant en capital qu'en intérêt. Donc, à lire ce texte, qui suscite énormément de questions d'interprétation, je le dis tout de suite et on pourra les évoquer, mais à première vue, à lire ce texte, on a le sentiment qu'il s'agit de consacrer la jurisprudence de 2020 et ce fameux droit exclusif. Et de fait, c'est ce que semble confirmer le rapport au président de la République qui accompagne l'ordonnance. Alors, cela étant, certains auteurs ne le voient pas ainsi et estiment que ce texte, l'article 2363, ne confirme pas, loin de là, la jurisprudence, mais au contraire semble l'infirmer. Vous le voyez, il y a de beaux débats en perspective dont on peut quand même se demander s'ils ne vont pas être occultés par la cession de créances à titre de garantie, dont je parlerai par la suite. Alors, au-delà de cette question du droit de rétention et du droit exclusif, de l'éventuelle exclusivité, quelques évolutions encore entraînées par la réforme de 2021. D'abord, il résulte des textes que le nantissement portant sur une créance future, ce qui est possible, c'est-à-dire portant sur une créance qui n'est pas encore née, eh bien, prend effet non pas à la date de naissance de la créance, mais à la date du nantissement. C'est une précision importante parce que jusqu'à la réforme de 2021, les textes, et plus précisément l'article 2357, pouvaient laisser entendre que le nantissement portant sur une créance future, donc sur une créance non encore née, ne prenait effet qu'à la date de naissance de la créance. Un exemple très simple, je suis un commerçant, je suis un fournisseur, je conclus avec un de mes partenaires un contrat cadre de fourniture portant sur des matières premières ou des marchandises, qui va se traduire par la conclusion de contrats d'application tous les mois, par exemple. Eh bien, je peux nantir les créances qui vont résulter de ces contrats d'application. Mais au moment où je conclus le contrat cadre et le nantissement, les contrats d'application ne sont pas encore conclus. Donc, les créances ne sont pas encore nées. Donc, ce que je nantis, ce sont des créances futures. Eh bien, l'article 2357 laissait entendre que ce nantissement, disons vis-à-vis des tiers, pour dire les choses plus simplement, ne prenait effet qu'à la date de naissance de la créance, ce qui pouvait placer en position d'infériorité le créancier nanti par rapport au porteur d'un bordereau d'AI. Bon. Alors, cette infériorité n'est plus, en tout cas de ce point de vue-là, puisque l'article 2357 a été supprimé, et donc on est fondé à en déduire que le nantissement de créance future prend effet, non pas à la date de naissance de la créance future, mais eh bien, à la date du nantissement lui-même. Autre évolution, l'article 2361 résout le problème de la preuve de la date. Les textes issus de la réforme de 2006 précisent que le nantissement prend effet à l'égard des tiers à la date de l'acte, ce qui n'est pas rien, parce que ça signifie que tous les tiers qui ont acquis sur la créance en question, la créance nantie, un droit concurrent, ça peut être un cessionnaire, ça peut être un autre créancier nanti, eh bien tous ces tiers-là devront s'incliner devant le créancier nanti si du moins leur droit est postérieur à l'acte de nantissement. Alors il se peut néanmoins qu'une contestation survienne sur l'exactitude de la date du nantissement, spécialement s'il est sous seing privé et s'il n'a pas été enregistré. Alors, des débats existaient sur le point de savoir qui avait la charge de la preuve, et ces débats sont aujourd'hui clos, puisque l'article 2361 précise que la charge de la preuve de l'exactitude de la date, qui conditionne donc l'opposabilité au tiers, la charge de la preuve repose, ça me paraît assez naturel, repose ici sur le créancier nanti, qui peut néanmoins la rapporter par tout moyen. Tout moyen, ça veut dire témoignage, présomption, indice, etc. Mais enfin, le plus simple, évidemment, c'est de recourir soit à un acte notarié ou à un acte sous seing privé enregistré, l'enregistrement conférant à l'acte date certaine et donc évinçant toute contestation sur ce point. Autre évolution encore, la possibilité, un petit peu discutée par le passé, de constituer des nantissements successifs sur la même créance, possibilité aujourd'hui consacrée par l'article 2361-1,
qui est intéressante parce qu'elle favorise le crédit du constituant. Imaginez un créancier qui a une créance de 100, qui nantit cette créance en garantie d'une dette de 80, il reste 20. Il pourrait il peut logiquement, naturellement désirer vouloir profiter des 20 restants du delta, de la différence, afin de se procurer encore du crédit à hauteur de 20 et donc constituer sur la même créance un nouveau nantissement en garantie d'une nouvelle dette de 20. Cette possibilité était un peu controversée. Aujourd'hui, elle est clairement ouverte par l'article 2361-1 et je souligne d'ores et déjà qu'il y a là un potentiel du nantissement, pour le coup, par rapport à la cession de créance à titre de garantie, dans laquelle la constitution de sûreté successive se présente de façon beaucoup plus délicate. On pourra évidemment en parler. Autre évolution, le compte spécialement affecté. Alors ici, il s'agit de protéger le constituant du nantissement. Je m'explique. Une fois que le nantissement est constitué, et sous réserve qu'il ait été notifié qu'il ait été rendu opposable au débiteur de la créance nantie, c'est-à-dire B dans mon exemple, le débiteur de la créance nantie doit payer le créancier nanti, le bénéficiaire du nantissement, c'est-à-dire la banque C dans mon exemple. Et la banque C, disons le créancier nanti, doit, ayant reçu les sommes du débiteur nanti, doit mettre ces sommes sur un compte. Ça ne date pas de la réforme de 2021, mais la réforme de 2021 a précisé qu'il devait s'agir d'un compte spécialement affecté. Ce compte d'attente parce que les sommes y sont versées dans l'attente de la défaillance ou au contraire de l'exécution de la créance garantie, eh bien ce compte d'attente doit désormais être un compte spécialement affecté. L'idée ici, en tout cas l'idée avancée par les auteurs de la réforme, c'est de protéger le constituant à qui appartient, entre guillemets, appartiennent les sommes d'argent déposées sur le compte, de protéger le constituant contre les créanciers du créancier nanti. Concrètement, cette obligation de déposer les sommes sur un compte spécialement affecté est censée empêcher les créanciers du créancier nanti d'appréhender les sommes en question. Bon. Et puis, enfin, une règle bienvenue, même si elle paraissait assez naturelle, consacrée au sein de l'article 2363-1 et qui concerne l'opposabilité des exceptions. Question récurrente en droit des sûretés et même bien au-delà, et qui en l'occurrence se pose de la façon suivante. Le débiteur nanti, s'il a des moyens de défense à faire valoir vis-à-vis de son propre créancier. B, dans mon exemple, s'il a des moyens à faire valoir à l'égard de A, des moyens à faire valoir parce qu'il n'a pas été livré des marchandises qui lui étaient dues, ou parce que ces marchandises n'étaient pas conformes, ou parce que ces marchandises sont affectées d'un vice, ou parce que le contrat qui a engendré la créance en question est affecté d'une cause de nullité. Tous ces moyens-là, qu'on appelle en droit civil des exceptions, tous ces moyens-là peuvent-ils être opposés au créancier nanti? Est-ce que le débiteur nanti, comme on l'appelle, peut refuser de payer le créancier nanti en disant « je n'ai pas été livré » ou « les marchandises ne sont pas conformes » ou « elles sont affectées d'un vice » ou « le contrat est nul » ou « la dette est prescrite », etc. etc. À cette question, le dispositif issu de la réforme de 2006 ne répondait pas. Et désormais, c'est chose faite. L'article 2363-1 permet cette opposabilité des exceptions dans des conditions assez classiques, pour le détail desquelles je vous renvoie au texte. Alors, je crois que nous en avons terminé avec les nantissements. Avant de passer aux propriétés sûreté ou aux sûretés propriétés, est-ce qu'il y a des questions sur ce qui précède? Oui, bonjour, Antoine Kielinska. Bonjour. Je vous remercie pour votre présentation. Alors, j'ai deux questions sur le nantissement de créance. Premièrement, je voulais avoir votre regard sur la force de la sûreté avant notification, parce que c'est un peu différent. La notification n'a pas la même valeur en cession d'AI ou cession de créance à titre de garantie, où on a Oui. juste une invocation du mandat pour le débiteur cédé. Là, clairement, on est sur quelque chose de très différent. C'est qu'à partir de notification qu'on a seul le droit au paiement et un droit de rétention. Avant, lorsqu'on avait un valablement droit au paiement, un droit exclusif au paiement, on avait potentiellement tendance à considérer que ça pouvait aussi avoir une valeur avant notification parce qu'on a une opposabilité au tiers dès la constitution de l'acte. Ce qui est toujours le cas. Oui, pardon. Le cas, bien sûr. Pour vous, quelle est la valeur de cette sûreté, justement, avant notification?
C'est une question très complexe sur laquelle d'ailleurs j'ai eu l'occasion de m'exprimer dans un dossier que le cabinet Racine a consacré à la réforme du droit des sûretés dans les colonnes du journal spécial des sociétés. Mais effectivement, c'est une grande question, en tout cas une question très importante, et je comprends que vous la posiez, parce que l'article 2363 est un peu ambigu sur ce point. Il précise que, enfin, il dit, c'est comme ça que je le comprends, que ce droit au paiement et ce droit de rétention supposent une notification. Donc, on est à contrario fondé à croire que tant qu'il n'y a pas eu de notification, il n'y a pas de droit au paiement, en tout cas pas de droit exclusif et pas de droit de rétention non plus. Ce qui est un peu navrant parce que, comme l'a remarqué mon collègue et camarade Maxime Julienne, les arrêts de 2020 ont retenu la solution d'exclusivité que j'évoquais tout à l'heure sans se référer au droit de rétention. Donc, c'est une façon de dire qu'on n'avait pas besoin d'en passer par le droit de rétention, qui là aussi est un peu fictif, pour reconnaître une exclusivité aux créanciers. Alors, bon, voilà. Maintenant, pour répondre à votre question, alors c'est une question assez large, hein, quelle est la valeur du nantissement non notifié? Une chose est sûre, me semble-t-il, c'est que ce nantissement non notifié est opposable aux autres tiers. Ça me paraît difficilement contestable, puisque c'est ce que disent les textes. Mais enfin, voilà, on peut s'interroger notamment à propos des nantissements successifs. Et il y a une question que je me pose, qui est la suivante. Si nous avons deux nantissements successifs sur la même créance, un nantissement 1 et un nantissement 2, si d'aventure le nantissement 1 n'est pas notifié, alors que le nantissement 2 l'est, qui est-ce qui va l'emporter dans ce conflit? Et je dois dire que le texte les textes ne résolvent pas clairement cette question. Il y a du pour et du contre. Enfin, je veux dire, il n'est pas complètement exclu, notamment d'ailleurs pour des raisons de sécurité juridique. Il n'est pas complètement exclu que le nanti 2, si on peut l'appeler ainsi, le nanti de deuxième rang, puisse dire, écoutez, moi j'ai notifié et par conséquent j'ai mon droit de rétention d'une part et j'ai mon droit exclusif au paiement d'autre part, donc c'est moi qui l'emporte face à vous, créanciers de premier rang. C'est une option dont je ne crois pas qu'elle devrait être retenue, mais qui n'est pas du tout impensable. Et parmi diverses raisons, il y a notamment la sécurité juridique. Il faut se mettre dans la peau, mais c'est aussi vrai pour d'autres modes de mobilisation de créances, comme la cession de créances de droit commun. Et pas que de droit commun d'ailleurs. Mais il faut se mettre dans la peau de quelqu'un qui se fait consentir un nantissement sur une créance. Et si ce nantisme est sur une créance qui est déjà nantie, si le premier nantissement, n'a pas été notifié, notre deuxième nanti n'a a priori aucun moyen de savoir que la créance a été nantie. S'il a été notifié, il peut demander au débiteur de la créance nantie, as-tu reçu une notification? Et bien que le débiteur de la créance nantie n'ait sans doute pas d'obligation d'information, on peut s'attendre quand même, que, ne serait-ce que pour ménager ses intérêts, le débiteur de la créance nantie dise « mais si, oui, j'ai reçu une notification ». Mais si le premier nantissement n'a pas été notifié, le débiteur nanti répondra « non, je n'ai rien reçu ». Et peut-être un peu naïvement, le deuxième nanti croira avoir affaire à une créance pleinement disponible. Et on lui apprendra ensuite, et il notifiera le lendemain, et on lui apprendra ensuite, 3 semaines après, 3 mois, 3 ans, qu'en réalité, la créance avait déjà été nantie au profit d'un créancier antérieur, nanti, et qui doit donc le primer. Je dois dire que sur le plan de la sécurité juridique, je trouve ça relativement choquant, et ça fait partie, à mon sens, des paramètres qui vont s'inviter dans la discussion. Mais enfin, bon, il y a quand même ce droit au recours qui est consacré par l'article 2361-1. Le créancier premier en date dispose d'un recours contre celui auquel le débiteur aurait fait un paiement. Et puis, par ailleurs, il y a la règle selon laquelle le nantissement est opposable au tiers, et donc y compris au deuxième nanti à la date de l'acte. Donc, voilà la réflexion ou les éléments de réflexion que je peux vous livrer pour l'instant. Je ne sais pas si ça répond à votre question, un petit peu au moins. Non, merci beaucoup et on a les mêmes interrogations de notre côté. Peut-être le deuxième point, c'est cette notification justement en procédure collective. Est-ce que pour vous, selon les étapes de la procédure collective, le créancier pourrait être limité dans sa capacité à notifier
typiquement, alors peut-être pas en date de cessation des paiements, mais au moment de l'ouverture de la procédure collective, le fait d'avoir justement un droit supplémentaire, ce droit de rétention, est-ce que potentiellement, on pourrait avoir une limite, dans les droits du créancier à notifier? Post-ouverture, vous voulez dire? Oui. Bah, je vais peut-être laisser Emmanuel dire quelques mots de ce point s'il le souhaite. Pour ma part, le nantissement est opposable au tiers à la date de l'acte et au débiteur à la date de la notification ou de la prise d'acte, le cas échéant. Donc, néanmoins, il a été constitué antérieurement et bon, sur quel terrain pourrait-on entreprendre la notification? La suspension des poursuites, je ne crois pas. La réalisation d'un pacte commissoire, je ne crois pas non plus, parce que la loi elle-même fait la différence entre la notification et le pacte commissoire dans le nantissement de créances. L'interdiction des paiements, indirectement peut-être, je ne sais pas, mais c'est une question. Qu'est-ce que tu en penses? Non, je suis d'accord avec toi. Bon, voilà, je ne sais pas quelle est votre position à vous d'ailleurs là-dessus, ça peut être intéressant. Non, 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 j'ai pas de position. Je trouvais pas non plus je l'ai vu alors en doctrine, mais voilà, j'ai pas les auteurs en tête là, je suis désolé. Mais voilà, je trouvais pas non plus le fondement juridique, je crois qu'il y avait aussi alors il y avait des mentions de l'article sur le non-accroissement de l'assiette, mais qui avait pas de Oui. lien direct. Mais Ouais. voilà, mais comme la vision de l'article du non-accroissement est quand même très, très large, en tout cas vu par le législateur de manière extrêmement large, voilà, il y a quand même une interrogation, sur, Ouais. Ah, on sur la force. pourrait passer par l'idée oui, mais on n'est plus vraiment dans l'assiette, me semble-t-il. Exactement. L'assiette, c'est la créance. Le droit au paiement direct, si droit au paiement direct, si droit exclusif il y a, c'est pas l'assiette, c'est une prérogative. Bon, mais enfin, je comprends votre inquiétude et l'inquiétude de l'auteur auquel vous faites. Enfin, l'inquiétude, je ne sais pas d'ailleurs si c'est une inquiétude, mais en tout cas, je comprends la question. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Bien, eh bien, terminons avec les. Nous y sommes. avec les- Excusez-moi, Oui, Christophe Salmon, au Crédit Foncier. J'aurais une Oui. question à vous poser sur la question sur la cession d'AI. oui. Bon, aujourd'hui, je ne fais plus de mise en place de crédit, mais j'ai fait beaucoup de mise en place de crédit, principalement immobilier, mais avec des cessions annexes de créances. Oui. Et à l'époque, je pratiquais énormément de cessions d'AI sur tout, sur toutes les créances. Vous avez évoqué le point sur la cession de Oui. créances futures. Oui. Sur le Quel est, nantissement de créance future. Oui. voilà. Ouais. À l'heure actuelle, les établissements de crédit, sauf erreur de ma part, pratiquent toujours énormément la cession d'AI. Oui. Euh, Clairement. Ma question, au-delà des analyses brillantes des uns et des autres sur les mérites de cette réforme importante, qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles garanties vis-à-vis de la cession d'AI? Est-ce que la cession d'AI, pour nous, restait quand même la reine des sûretés sur créances mobilières, accessoires, etc. On pouvait tout mobiliser, les créances fiscales, les créances futures, etc. Et c'était très pratique. Oui. Est-ce que, sans entrer dans des considérations très techniques, est-ce que la nouvelle réforme, avec toutes ces possibilités que vous évoquez, va détrôner la cession d'AI, ou est-ce que ça va rester quand même une des sûretés les plus pratiquées quand même? Ah non. Alors, pour moi, je peux toujours me tromper, mais je ne crois pas une seconde que la réforme, et en particulier la cession en droit commun, va détrôner le DAI. Il y a à cela des raisons qui sont de droit civil d'une part et de droit des procédures d'autre part. Très brièvement, les raisons de droit civil, c'est que dans la cession d'AI, vous avez d'abord une opposabilité immédiate, mais ça, on y est aussi dans la cession de créances de droit commun. Je vais y venir d'ailleurs. Jusqu'à présent, il y avait une infériorité de la cession de créances de droit commun parce que elle prenait, s'agissant justement encore une fois des créances futures, elle prenait effet à la date de naissance de la créance, alors que le DAI, lui, prend effet à la date du DAI, quelle que soit la date de naissance de la créance. Donc c'était une grande supériorité du DAI, mais une supériorité qu'il a perdue, pour le coup, c'est vrai, avec la réforme, puisque la réforme de 2021 a supprimé cette règle sur la cession de créances futures, ce qui fait qu'elle est censée prendre effet, cette cession de créances futures de droit commun,
comme le DAI au jour de l'acte. Mais quand même, et avant de donner la parole à mon associé Emmanuel Laverrière sur le volet procédure collective, il y a une autre infériorité du DAI qui est moins flagrante, moins saillante, mais enfin, quand même, c'est que le DAI permet de nantir, ou surtout de céder, parce que c'est surtout la cession qui est utilisée, permet de céder des créances résultant d'un acte intervenu ou à intervenir, c'est-à-dire y compris ce que l'on peut appeler, dans le jargon du droit civil, des créances simplement éventuelles. En droit civil, c'est beaucoup moins évident. Les textes gouvernant la cession de créances prévoient la possibilité de céder une créance future, en quoi ils se réfèrent à une jurisprudence, mais qui elle-même distinguait créance future, créance éventuelle. Alors pour dire les choses simplement, la possibilité de nantir, ou surtout de céder une créance éventuelle sur le terrain du droit commun, c'est une discussion. Sur le terrain du DAI, il n'y a pas de discussion. Donc rien que de ce point de vue-là, le DAI reste quand même supérieur. Oui, alors, du point de vue des procédures collectives, mais j'en dirai un mot tout à l'heure, la cession d'AI, dès lors qu'elle intervient en application d'un contrat cadre, échappera aux nullités de la période suspecte. Et dès lors que ce contrat cadre a été conclu antérieurement à la date de cessation des paiements. Et par ailleurs, cette cession d'AI, dès lors qu'il y a un contrat cadre, échappera également à la règle qui est désormais posée par article 622-21, qui va cristalliser l'assiette du gage. Dès lors qu'il y aura une cession de créance future d'AI et qu'il y a un contrat cadre qui l'organise, dès lors qu'il a été conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, cette cession d'AI produira pleinement ses effets. En revanche, en l'absence de contrat cadre, ce qui à mon avis est une hypothèse d'école, la cession d'AI devra s'incliner devant le droit des procédures collectives. Donc, pour résumer votre propos, maître, c'est plus que jamais la cession d'AI reste quand même, Oui. disons, l'arme à tout faire du créancier, la plus sécurisée, la plus vendable dans un package de garanties pour les sûretés non immobilières. En procédure collective, clairement. Donc, on a quand même juste, l'impression d'un grand raffinement admirable de cette réforme. Ce ne sont, Mais pas les mêmes personnes. Ce ne sont pas les mêmes acteurs. La cession d'AI est réservée aux établissements financiers. Tout à fait. La révolution, c'est que c'est là où il y a une révolution. Effectivement, en tant que banquier, effectivement, on a encore ce privilège-là. Voilà, et vous avez une résistance supérieure, je dirais, pour les établissements financiers en cas de procédure collective que n'ont pas les cessionnaires de droit commun. Absolument, absolument, mais on va y venir. Ouais. Je vous remercie. Merci à vous. Écoutez, terminons avec, puisque le temps passe, mais c'est des discussions très intéressantes, on est ravis de les avoir. Bien écoutez, sur la cession de créance à titre de garantie, on a déjà dit beaucoup, avec cet alignement concernant la cession de créance future sur le DAI, hein, pour le coup, cession de créance future, c'est comme pour le nantissement de créance future, c'est-à-dire que la prise d'effet n'est plus différée à la naissance de la créance, mais opère dès la cession de créance. Alors, je reviens en quelques mots sur la consécration de ce nouvel instrument, qui est vraiment un nouvel instrument, en ce sens que jusqu'à présent, la Cour de cassation l'avait exclu. La Cour de cassation, en 2005, avait été saisie de la question de savoir si on pouvait faire une cession de créance à titre de garantie, à titre de sûreté, en dehors des cas prévus par la loi, en dehors du DAI spécialement. Et la Cour de cassation avait répondu par la négative. Ça s'est joué, je crois, à très peu de voix, mais finalement, cette possibilité de recourir à la cession de créance à titre de garantie a été condamnée. La Cour de cassation n'est pas allée trop loin non plus. Elle n'a pas annulé la sûreté. Enfin, en tout cas, elle n'a pas jugé que la sûreté était nulle, mais elle a considéré que cette sûreté devait être requalifiée en nantissement. Bon, eh bien, ça, c'est du passé, puisque la réforme de 2021 a introduit la cession de créance à titre de garantie en renvoyant en grande partie au régime de droit commun de la cession de créance, qui est lui-même issu de la réforme du droit des obligations intervenue en 2016 et qui figure aux articles 1321 et suivants. Et c'est
une sûreté, je mets le DAI de côté, hein, je dirais une sûreté hors DAI très potentiellement à ce stade-là, en tout cas à première vue, extrêmement efficace et probablement plus attrayante que le nantissement de créance. En fait, ça va concerner des créanciers qui sont plus larges que simplement les établissements financiers. Donc, c'est non professionnel. Non professionnels ou même professionnels, mais qui ne sont pas des établissements de crédit. Voilà. Une société mère qui a une créance sur une filiale, elle ne peut pas passer par le... et qui veut consentir une sûreté sur cette créance à quelqu'un d'autre qu'une banque, un partenaire par exemple, elle ne peut pas passer par le DAI, donc cession de créance de droit commun. Voilà, d'accord. Alors, le mécanisme d'imputation-conservation, enfin, il parle de lui-même, il suffit de lire le texte, hein, c'est une sûreté qui se réalise de façon extrêmement simple et ce qui est, du point de vue du créancier, évidemment, un très grand avantage. Je termine très brièvement avec ce qui est une nouveauté dans la loi, mais pas véritablement dans la pratique, c'est-à-dire la cession de sommes d'argent à titre de garantie, autrement dit le gage espèce, le mal nommé gage espèce d'ailleurs, parce que cette sûreté ne porte pas forcément sur des espèces, c'est la sûreté qui a pour assiette une somme d'argent. Alors une somme d'argent qui peut être de l'argent fiduciaire, mais qui peut aussi être de l'argent scriptural, et donc c'est la sûreté portant sur une somme d'argent fiduciaire ou scripturale. Et cette sûreté, pratiquée de longue date, mais sur la nature juridique de laquelle il y avait quelques interrogations, est-ce que c'est un gage, est-ce que c'est un nantissement, est-ce que c'est une fiducie, eh bien, elle fait son entrée dans le Code civil par l'intermédiaire des sûretés propriétés, et ce sont les nouveaux articles 2374 et suivants qui œuvrent en ce sens et qui rattachent cette sûreté à la propriété. Ces articles 2374 et suivants implante dans le Code civil la cession de sommes d'argent à titre de garantie, qui a un périmètre assez large, puisqu'elle concerne des monnaies, la monnaie au sens large du terme, alors c'est-à-dire l'euro, c'est-à-dire les devises étrangères, c'est-à-dire encore la monnaie électronique, mais pas les crypto-monnaies. 2 ou 3 mots à propos de cette sûreté, et puis après je laisserai la parole à mon associé. C'est un contrat solennel, mais ça c'est le cas de la plupart des sûretés réelles, donc il faut un écrit à peine de nullité. Mais l'opposabilité, et là c'est une façon de passer la main à Emmanuel parce que ça a une incidence en droit des procédures collectives, l'opposabilité de la sûreté au tiers, c'est la remise de la somme. La remise de la somme, en d'autres termes, n'est pas une condition de la formation du contrat, mais une condition d'opposabilité. En d'autres termes encore, le gage espèce, la cession de somme d'argent à titre de garantie, n'est pas un contrat réel et ça a une certaine incidence, notamment en droit des procédures collectives. Voilà tout ou presque, juste une précision sur une singularité qui veut désormais que le créancier puisse officiellement s'enrichir au moyen du gage espèce, de la cession de somme d'argent à titre de garantie, dans des conditions qui sont détaillées de façon assez claire par l'article 2374-4. On comprend très bien que si du moins les parties sont d'accord, eh bien, tous les fruits et produits que pourra engendrer la somme d'argent cédée à titre de garantie peuvent revenir dans la poche du créancier. Et on a là, pour rebondir d'ailleurs sur le très grand auteur que vous avez évoqué en introduction, on a là une sûreté qui est source d'enrichissement et je ne suis pas certain que cela plaise beaucoup à feu Pierre Croc. Voilà. Merci beaucoup de votre attention et je passe sans plus tarder la parole à mon associé Emmanuel Laverrière pour le volet procédure collective. Merci Antoine. Oui, bonsoir à tous. Alors, il me reste un quart d'heure, non pas pour dévoiler toutes les nouvelles règles du livre 6 du Code de commerce sur le droit des entreprises en difficulté et son articulation avec la réforme du droit des sûretés. Comme vous le savez, la réforme du livre 6 sur le droit des entreprises en difficulté est issue d'une ordonnance du même jour, hein, du 15 septembre 2021, et toute l'œuvre législative, en tout cas gouvernementale, a été de articuler les deux régimes hein, qui sont profondément antagonistes hein, par nature, hein, puisque dans un cas, il s'agit de protéger le financement de l'économie, hein, ni plus ni moins, et dans l'autre cas, le livre 6 du Code de commerce, de sauvegarder l'entreprise, les emplois y attachés, sans trop sacrifier les créanciers. Et là, il est évident, et c'est d'inspiration anglo-saxonne, que la réforme du livre 6 du Code de commerce va tout à la fois
renforcer certaines sûretés et dans d'autres cas va fragiliser, notamment, je pense, toutes les sûretés qui sont consenties par des dirigeants, personnes physiques. J'y reviendrai à propos de la sûreté réelle pour autrui. Alors, je ne vais pas détailler l'ensemble des incidences de la réforme du livre 6 du Code de commerce et leur impact sur la réforme du sûreté. Je vais vous parler dans un premier temps de la fameux régime des nuitées de sûreté réelle pendant la période suspecte, envisager ensuite le régime de la sûreté réelle pour autrui, un peu en droit commun, mais aussi au regard du droit des procédures collectives, pour finir ensuite sur la cristallisation de l'assiette des sûretés réelles et des clauses d'accroissement, pour coller un peu au développement que Antoine vient de faire. Et on me dit que j'ai 10 minutes de plus. Merci beaucoup. Donc je reprends mon souffle. Oui, c'est ça. Donc, alors, la nullité des sûretés réelles consenties en période suspecte. Alors, dans quelle situation nous trouvons-nous? Nous nous trouvons soit dans une hypothèse de redressement judiciaire, soit dans une hypothèse de liquidation judiciaire, puisque par définition, en sauvegarde, il n'y a pas d'état de cessation des paiements et donc pas de période suspecte. La période suspecte, c'est quoi? C'est cette période antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire, qui court depuis la date de cessation des paiements, c'est-à-dire la date à laquelle la société se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, sa trésorerie, et la date d'ouverture de la procédure collective. Période suspecte, pourquoi? Parce que la loi prévoit 2 régimes de nullité des actes qui peuvent être accomplis pendant cette période. Cette période, la société a des difficultés, bien évidemment. Elle n'a pas encore déclaré son état de cessation des paiements. Et cette période va être passée au peigne fin par les mandataires judiciaires, le tribunal de commerce, parfois le parquet, pour voir si la société ou si les dirigeants n'ont pas accompli des actes d'appauvrissement en fraude des droits de la collectivité des créanciers. Vous avez 2 régimes qui sont posés. Un régime de nullité de plein droit, avec une liste énumérative des actes qui, de plein droit, encourent cette nullité. Il n'y a pas d'appréciation. À partir du moment où les conditions en sont réunies, le tribunal a l'obligation d'annuler ces actes et le liquidateur judiciaire ou les administrateurs judiciaires vont agir en restitution des valeurs qui ont été détournées ou en annulation des sûretés qui auraient été consenties. Et puis vous avez les nullités facultatives, alors là, qui peuvent concerner tout acte à titre onéreux ou tout paiement qui ont été faits, dès lors que celui qui a bénéficié de cet acte à titre onéreux ou de ce paiement avait connaissance de l'état de cessation des paiements. Là, c'est un procès un peu plus lourd parce qu'il faut démontrer qu'il y avait une connaissance de l'état de cessation des paiements et le tribunal a toujours un pouvoir souverain d'appréciation pour prononcer la nullité, contrairement au régime des nullités de plein droit. Concernant les sûretés, quelle est notre hypothèse? C'est un cas assez classique. Un créancier a une créance à l'égard d'une entreprise qui perçoit les difficultés de cette entreprise. Il a une créance chirographaire, mettons, et il se dit il serait peut-être temps, parce que je pressens que l'orage va bientôt poindre, de garantir ma créance en cas de difficulté. C'est typiquement un cas, lorsque cette sûreté est consentie pendant la période suspecte, de nullité. C'était le cas sous avant la réforme de 2021. Il est interdit de consentir une sûreté à un créancier pour une créance qui a été antérieurement contractée. Alors, la rédaction du nouvel article 632.1-6, et on va en revenir à la question du DAI. L'ancienne rédaction était une rédaction énumérative des sûretés concernées par la nullité. Et ce qui avait conduit la Cour de cassation à exclure la cession d'AI donnée à titre de garantie du régime des nullités de plein droit dès lors qu'elles étaient consenties au titre de créances antérieurement contractées. Pour mettre fin à cette jurisprudence, le gouvernement, enfin le législateur, a adopté une rédaction générique puisqu'il vise toute sûreté conventionnelle ou droit
de rétention conventionnelle donnée en garantie d'une sûreté antérieurement contractée. Ce qui conduit à intégrer le DAI dans les actes qui peuvent être sanctionnés de nullité de plein droit. Sauf que le législateur, et Crédit Foncier, je réponds à votre question de tout à l'heure, a prévu des exceptions au nombre de deux, l'une qui concerne la cession d'AI. Dès lors que la cession d'AI est intervenue en période suspecte, mais en exécution d'un contrat cadre qui lui avait été conclu antérieurement, à ce moment-là, la cession d'AI échappe au régime de la nullité de plein droit. Il y a une autre exception au régime de la nullité de plein droit, c'est lorsque, parce que l'entreprise a besoin finalement de la chose qu'il a donnée en nantissement ou en gage pour pouvoir poursuivre son activité, va proposer à son créancier une autre sûreté pour garantir une créance, la même créance antérieurement contractée. Là, le législateur dit, à partir du moment où il y a une substitution par une sûreté de nature et d'assiette équivalente, cette nouvelle sûreté échappe à la nullité de plein droit prévue par l'article 632.1.6 du Code de commerce. J'évoque le cas particulier, Antoine en disait un mot tout à l'heure, du gage espèce, de la cession de sommes d'argent à titre de garantie. La constitution de cette sûreté, la formation, naît à partir du moment de la rédaction de l'acte. En revanche, il est tout à fait possible que la remise des fonds, de la somme d'argent, intervienne ultérieurement. Que se passe-t-il lorsque la remise des fonds intervient en période suspecte? Tombons-nous sur le coup des nullités de plein droit, l'article 632.1, sixièmement? La réponse est non, puisque la sûreté est consentie au moment de la conclusion de l'acte. En revanche, on peut s'interroger sur le point de savoir si, échappant à la nullité de plein droit, cette remise des fonds échappe aux nullités facultatives, puisqu'il s'agit bien on pourrait considérer qu'il s'agit d'un paiement, en tout cas que c'est un acte à titre onéreux, il y a une remise de somme d'argent, et dès lors que le bénéficiaire du gage reçoit ce paiement en connaissance de l'état de cessation des paiements, à ce moment-là, l'acte pourrait être annulé si le tribunal le décide. Voilà, donc là, il y a vraisemblablement des contentieux qui pourraient être générés sur ce fondement-là. Est-ce que vous avez des questions sur les nullités en période suspecte? Avant que je n'aborde les sûretés réelles pour autrui. Non, pas de questions. Alors, la sûreté réelle pour autrui. Quelle est l'hypothèse? L'hypothèse est la suivante. Alors ça, c'est quelque chose qu'on pratique souvent en restructuring, notamment dans les cadres des procédures préventives de conciliation. Une holding va, pour permettre la restructuration de l'endettement de sa filiale, notamment dans le cadre de LBO en difficulté, où il faut consentir de nouveaux financements pour l'entreprise pour financer l'exploitation, la holding va consentir sur un bien qu'elle détient, va donner ce bien en garantie du créancier pour le règlement de sa créance. Ça, c'est dans les cas les plus édulcorés, dans le cadre des conciliations, mais plus concrètement, encore plus couramment, le dirigeant d'une entreprise, personne physique, va donner en garantie l'un de ses biens propres pour assurer le règlement de la créance d'un établissement de crédit. On voit bien qu'on procède de la même logique, de la même intention que le cautionnement. Il s'agit de garantir sur une partie de son patrimoine la dette d'un tiers. Et donc, la tentation a été d'assimiler la sûreté réelle pour autrui à un cautionnement, à tel point qu'on l'a désigné sous le vocable de cautionnement réel. Et lorsque des contentieux se sont noués, les constituants de ces sûretés ont cherché à invoquer toutes les règles de protection que nous connaissons pour les cautions, à savoir l'engagement disproportionné, la violation de l'obligation d'information, du devoir de mise en garde, le bénéfice de discussion et de division,
l'ensemble des règles invoquées usuellement par les cautions. L'arrêt de la Cour de cassation, chambre mixte de 2005, a décidé, dans un arrêt de principe assez célèbre, qu'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'implique aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui et n'est dès lors pas un cautionnement lequel ne se présume pas. En d'autres termes, le bénéficiaire de cette garantie n'a pas de droit personnel contre le constituant. Réciproquement, ce constituant n'est pas débiteur du bénéficiaire de la garantie. Le bénéficiaire n'a qu'un droit sur le bien. Ayant posé le principe, la Cour de cassation en a impitoyablement décliné les conséquences en refusant au constituant de la sûreté le bénéfice des protections dont dispose la caution. Mais il est allé plus loin que ça, allant même jusqu'à remettre en cause les règles d'ordre public les plus élémentaires en droit des procédures collectives, dans l'hypothèse où le constituant tombait en procédure collective. Je prends l'hypothèse de ma holding qui a donné un bien en garantie pour garantir les dettes de cette filiale. Cette holding tombait en redressement ou en liquidation judiciaire. La logique, l'intuition commandait que le bénéficiaire de la garantie déclare sa créance au passif de la holding. Pas de nécessité, il n'a pas de droit personnel. Donc il n'a pas l'obligation de déclarer sa créance, parce qu'il n'en a pas. Mais pire encore, vous savez qu'en procédure collective, vous avez l'effet réel, c'est une des pierres angulaires du droit des procédures collectives, l'effet réel qui interdit les voies d'exécution sur les biens de l'entreprise. Et là, on a considéré que le bien donné en garantie échappait aux poursuites du bénéficiaire parce que ce bénéficiaire n'est pas un créancier comme les autres, ce n'est pas un créancier. Donc, il pouvait réaliser des voies d'exécution sur un bien qui pourtant appartenait à une société en redressement ou en liquidation judiciaire. Alors, la réforme du livre 6 du Code de commerce, la réforme du droit des sûretés et la réforme du livre 6 du Code de commerce viennent conférer une protection beaucoup plus renforcée à l'égard de ce constituant. Alors, tu me corrigeras si je me trompe, Antoine, sur l'aspect droit civil, réforme des sûretés. Alors, la commission Grimaldi voulait à l'origine traiter la sûreté réelle pour autrui sous le chapitre relatif au régime du cautionnement. Le législateur ne l'a pas suivi et la sûreté réelle pour autrui est régie sous le chapitre relatif aux sûretés réelles. En réalité, la sûreté réelle pour autrui ne bénéficie pas de toutes les mesures de protection dont bénéficient les cautions. En revanche, pour ce qui est des constituants de sûreté réelle pour autrui, personnes physiques, elles bénéficient du devoir de mise en garde, c'est-à-dire que dès lors qu'un créancier professionnel sollicite une sûreté réelle pour autrui, elle doit mettre en garde le constituant de la sûreté sur la capacité du débiteur principal à pouvoir honorer sa créance. Il y a pareil une obligation d'information annuelle qui pèse sur le bénéficiaire de la sûreté réelle pour autrui, sur le montant de la créance, le montant des intérêts et la durée de l'engagement. Le bénéfice de discussion aussi, en matière de solidarité, est également reconnu, pas le bénéfice de division. Voilà pour le droit civil. En ce qui concerne le livre 6 du Code de commerce, il est désormais mis fin à la jurisprudence qui autorisait les créanciers du constituant à ne pas déclarer leur créance et à saisir le bien. Désormais, ils ont l'obligation de déclarer la sûreté et la valeur du bien sur lequel porte cette sûreté. Et ils sont soumis à la discipline collective des créanciers, c'est la résurgence de l'effet réel de la procédure collective, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas engager des voies d'exécution pour pouvoir appréhender le bien, soit en se faisant attribuer, soit en cherchant à le revendre. Donc il y a une meilleure protection du constituant de la sûreté réelle pour autrui, que ce soit par le biais du Code civil ou à la faveur du livre 6 du Code de commerce. Alors je terminerai sur un point.
là aussi qui a trait à un sujet qui a été abordé par Antoine dans ses développements, c'est la cristallisation de l'assiette des sûretés par l'effet du jugement d'ouverture, le fameux article L622-21 du Code de commerce. Alors l'article L622-21 du Code de commerce, c'est là aussi il pose les principes fondamentaux du droit des procédures collectives, qui est la protection du patrimoine, dès lors qu'on fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement et même de liquidation judiciaire, puisque c'est l'article qui nous dit que le jugement interdit les poursuites des créanciers, il interdit les voies d'exécution et il interdit aussi les clauses de résiliation des contrats en cours de plein droit du fait de l'ouverture de la procédure collective. Il s'agit pour l'entreprise de pouvoir continuer à travailler alors même que les créanciers antérieurs n'ont pas été réglés, pour pouvoir présenter un plan de continuation. Donc on va protéger le patrimoine. Et c'est dans cette même logique que vont être limités et cristallisés les effets des nantissements et de cessions sur créances futures. Vous avez un nouvel article qui a été intégré à l'article 620, un nouvel alinéa qui a été intégré à l'article 622-21, le quatrièmement, qui interdit les clauses d'accroissement. Alors ça, c'est dans les comptes de nantissement de comptes titres, donc interdiction des clauses d'accroissement et interdiction des dispositions qui prévoiraient un transfert de biens ou de droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, qui sont inapplicables en cas d'ouverture d'une procédure collective. Là, c'est un peu la réponse du berger à la bergère. Pourquoi ? Parce que la réforme des sûretés nous dit qu'en matière de nantissement et de cession de créances futures, elle prend effet au moment de la constitution du nantissement ou de la cession. Dès lors qu'un nantissement ou une cession aurait été conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, si la créance future naît postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, il peut y avoir un transfert de propriété en matière de cession de créance au profit du bénéficiaire. Ça, le livre 6 du Code de commerce y fait échec avec cette disposition. Il y a néanmoins une exception pour l'EDAI. Alors, l'EDAI n'échappe pas, une cession d'AI avec des créances futures n'échappe pas en tant que telle à la cristallisation de la sûreté. Il n'y échappe que s'il existe un contrat cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective qui organise les cessions successives sur créances futures, c'est-à-dire en général dans tous les cas. Alors, je présente ça de manière... les sujets ne sont pas aussi tranchés que cela, puisque se posent notamment des questions liées à la rédaction de l'article 622-21K du Code de commerce, qui prévoit que le jugement interdit de plein droit tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle. Lorsqu'on parle d'une créance future, elle n'existe pas encore au moment de l'ouverture de la procédure collective. Et mon associé Barnaeva, qui n'est pas là, et Antoine Antebéry se sont posé la question de savoir si, mais est-ce que il peut y avoir de l'accroissement? Est-ce que de l'accroissement peut naître du néant, en quelque sorte? Donc nous aurons, peut-être si tu voudras en dire un mot, nous aurons peut-être des débats contentieux sur cette notion d'accroissement de l'assiette du gage, dès lors que, et finalement, il n'y avait pas encore de créance. Il n'y a pas encore de créance. Voilà, j'ai essayé de vraiment de traiter les points les plus saillants sur les sûretés réelles mobilières liées à la réforme du livre 6 du Code de commerce et l'impact du livre 6 du Code de commerce. Mais si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions?
Simplement pour revenir sur la cristallisation de l'assiette des sûretés, en fait, ça inclut également toutes les clauses qu'on pourrait avoir simplement où on est censé compléter l'assiette de la sûreté parce qu'il y a une perte de valeur en fait du bien qui était donné. Ah oui, ça c'est très clair, hein, c'est très clair dans le texte. Et d'ailleurs, on vise la clause d'arrosage. Hein, c'est précisément ça qui est visé, hein, puisqu'on vise même, à titre d'exemple, hein, par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné, l'article 211-20 du Code monétaire et financier. Ce sont les nantissements de compte. Alors, c'est vraiment la neutralisation des clauses d'arrosage. Sauf peut-être, c'est intéressant comme question, s'agissant de l'arrosage dans le nantissement de compte titre, vous faisiez à l'instant référence à la perte de valeur. On peut imaginer que l'assiette globale du compte, enfin la valeur globale du compte est baissée de 10%. Est-ce qu'il y a encore accroissement si je mets en œuvre une clause d'arrosage qui, d'un point de vue strictement matériel, aboutit en effet à un accroissement, mais qui, sur le plan de la valeur, n'accroît rien du tout? Il y a peut-être des débats sous cet angle-là. Je sais pas. Oui, vous nous entendez? Allô? Oui, tout à fait, on vous entend. Très bien. Très bien, merci. Voilà. Juste pour répondre, j'ai l'impression que l'idée vraiment du législateur ici, c'était vraiment de stopper justement ces remplacements de titres financiers qui sont totalement décorrélés de la valeur économique initiale. Donc j'imagine que justement, si on arrive à une valeur économique similaire, potentiellement, on pourrait considérer qu'il n'y a pas d'accroissement. C'est juste un remplacement. Voilà. Il faudra jouer en tout cas sur la notion d'accroissement. C'est là que ça va se passer. Ouais. Accroissement en valeur ou accroissement en nature? Peut-être quelques mots pour conclure. Si, oui, si, en fait, alors on n'a pas eu le temps de parler de tout, évidemment, mais je crois qu'il y avait quand même des dispositions qui étaient assez intéressantes également. C'était la possibilité de consentir une hypothèque sur un immeuble futur. Et je crois que ça aura un impact assez important sur des financements immobiliers, si tant est qu'on est appliqué le principe de spécialité, donc on définit la nature et la situation de l'immeuble dans la constitutive de la sûreté, et puis l'inscription, en fait, sera réalisée au moment de l'acquisition, enfin, où le constituant sera devenu propriétaire de l'immeuble. Mais enfin, le créancier aura d'ores et déjà la main, aura d'ores et déjà sa sûreté avant même l'acquisition. Je pense que ça sera un impact pratique très important. Je crois que tout ça a été fort bien expliqué. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a une question? Oui, crédit foncier toujours. C'est une réforme quand même assez importante, etc., qui va poser quand même, comme d'habitude pour toutes les réformes qui embrassent tout un corpus juridique divers, des questions d'application de la loi dans le temps. Ah oui. Donc, comme vous l'avez souligné, on parle d'un droit très éclaté, donc on se ressent sur le Code civil, c'est plutôt superbe intellectuellement et pratiquement, c'est exceptionnel, hein, c'est presque un rêve de juriste, je dois dire. C'est pas faux. Ouais. Mais finalement, est-ce que pour un certain nombre de choses, le stock de sûreté qui ont été consentis jusqu'ici, la loi une partie des dispositions légales vont s'y appliquer. Alors, vous voulez répondre? Je vous en prie. Et puis vous allez, excusez-moi, c'est la première question. Et une deuxième sous-question, comme vous l'avez souligné, un certain nombre de conditions d'application pratique ne sont pas encore à date remplies. Par exemple, le registre. Comme vous l'avez souligné, il sera mis en place seulement en 2023, je pense. Oui, mais ça, pour le coup, les mécanismes il ne va pas y avoir de, comment dirais-je, de période de vide.
parce que les mécanismes qui étaient dédiés jusqu'à présent à la publicité des sûretés spéciales, du type, je ne sais pas, hypothèque fluviale, hypothèque maritime, etc., restent en vigueur, Dieu merci, jusqu'en janvier 2023. En revanche, votre question là, sur l'entrée en vigueur, oui, est très, très intéressante, et spécialement à propos des sûretés réelles, et en particulier des sûretés réelles mobilières. Pourquoi? Eh bien parce que dans l'ordonnance, de mémoire, je peux me tromper, mais je crois que c'est l'article 37, enfin le texte qui fixe les dispositions transitoires, comment dirais-je, jette un certain trouble sur cette question. Alors la règle de base, il ne faut pas se méprendre, c'est que la réforme entre en vigueur à quelques exceptions près au 1er janvier 2022 et que, en principe, à quelques exceptions près, les sûretés personnelles comme réelles, les cautionnements comme les sûretés réelles conclus avant le 1er janvier 2022 restent régis par le droit antérieur. C'est le principe de soumission du contrat à la loi en vigueur à sa date de conclusion. Bien, mais la jurisprudence a développé une solution un peu contraire à ce principe, en tout cas pas contraire, mais elle a apporté quelques tempéraments à ce principe et elle a dit, le principe c'est ça, le contrat est soumis, et je ne parle pas du droit des sûretés, mais je parle du droit des contrats en général, le principe c'est ça, le contrat est soumis à la loi qui était en vigueur au jour où il a été conclu, sauf il y a quand même 2 cas d'application immédiate de la loi nouvelle, donc y compris au contrat conclu antérieurement. C'est lorsque, s'agissant des dispositions d'ordre public impérieux, premier tempérament, et deuxième tempérament, des dispositions qui se rapportent à ce qu'on appelle l'effet légal du contrat. Et dans un cas comme dans l'autre, la Cour de cassation admet, les arrêts sont peut-être pas très, très, très nombreux, mais enfin, ils sont quand même assez nets, la Cour de cassation admet qu'une disposition jugée par elle d'ordre public impérieux soit d'application immédiate et qu'il en aille de même d'une disposition qui concerne l'effet légal du contrat. L'idée ici, c'est qu'à partir du moment où la disposition concerne l'effet légal, elle ne déjoue plus la volonté des parties, mais simplement, puisque c'est la loi, donc il n'y a plus de mal à l'appliquer immédiatement. Bon, connaissant bien cette jurisprudence, le réformateur a prévu dans l'article 37, enfin dans le texte qui fixe les dispositions transitoires, a dit que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 étaient soumis au droit antérieur, y compris pour les dispositions d'ordre public et les dispositions et l'effet légal. En d'autres termes, le réformateur a pris l'initiative de neutraliser par avance cette fameuse jurisprudence sur l'application immédiate. Bien, il est quand même assez surprenant, questionnant, de constater quand on lit la disposition que rien n'a été prévu de tel pour les sûretés réelles. Le législateur, le réformateur, n'a pas écarté l'application immédiate des dispositions d'ordre public impérieux ou des dispositions d'effet légal. Il ne l'a pas fait. Alors, ça ne veut pas dire qu'il l'autorise, mais en tout cas, il ne la condamne pas explicitement, cette application. Et parmi divers exemples, je pense notamment je ne dis pas que ça adviendra, hein, mais en tout cas, c'est plaidable, comme on peut dire un peu trivialement, mais il est tout à fait envisageable qu'un plaideur vienne soutenir qu'une sûreté réelle pour autrui consentie antérieurement et qui était soumise donc à un régime exclusif du cautionnement doit désormais répondre aux règles que évoquait Emmanuel tout à l'heure et par exemple au bénéfice de cession d'actions de 1314 du Code civil, parce que ce bénéfice de cession d'actions, c'est de l'effet légal ou c'est de l'ordre public impérieux. Je pense, enfin, je suppose que l'argument va être présenté devant les tribunaux, va être soutenu. Maintenant, quand décidera la Cour de cassation, je n'en sais rien, mais le champ est quand même beaucoup plus ouvert que pour les sûretés personnelles, où il est complètement, pour le coup, fermé. Oui, donc, par exemple, si je vous ai bien compris, pour les cautionnements, finalement, vous aurez deux droits. Celui des cautionnements donc, conclus avant le 1er janvier 2022, À deux exceptions. qu'il faudra connaître. Donc, ça va encore complexifier les choses. Donc, gloire aux vieux juristes qui connaîtront le droit antérieur, et malheur aux petits nouveaux, pour une fois. Ouais. Et puis, et alors que, comme vous le signez, ça m'avait un peu échappé, pour
pour les sûretés réelles, si j'ai bien compris, la solution n'est pas la même. Avec Bah, toutefois des zones de friction le champ est un peu plus ouvert, ouais. qui vont quand même exister. Donc, on va peut-être avoir quelques années un peu délicates pour le stock de certaines sûretés. Sans doute, oui, oui, il y a des questions de ce type-là, oui, oui, qui vont se poser, oui. Il n'est pas exclu que la Cour de cassation aligne sa jurisprudence aussi en matière de cautionnement sur les nouvelles. Parce qu'il y a eu quand même casuistique des cours d'appel en matière de cautionnement notamment. Il n'est pas exclu que la Cour de cassation fasse quelques revirements de sa jurisprudence antérieure lorsque ça sera nécessaire pour l'aligner sur la réforme récente. Je vous remercie. Je vous remercie. Je crois qu'on est arrivé au terme de notre intervention. Je vous remercie pour votre attention et puis pour les développements que nos orateurs ont pu faire ce soir. J'espère que... Merci beaucoup. Merci de votre à vous. accueil, Merci à vous. à une prochaine session. Merci. Merci. Au Au revoir. revoir. Bonne soirée.